Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir une audition sur l'affaire, sur le scandale Lactalis. Le Sénat poursuit son cycle d'audition, cette fois-ci avec les associations de consommateurs. La semaine dernière, on apprenait que plusieurs enseignes ont remis en rayon des lots incriminés qui leur avaient été retournés par leurs clients. La veille, c'est même Patrick de Haumont, le directeur général de l'alimentation, un organisme qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, qui avait affirmé que Lactalis n'avait pas transmis les résultats d'autocontrôle positifs à la salmonelle. Le groupe laitier, vous le savez, est au cœur d'une grave crise sanitaire après l'annonce en décembre dernier de la contamination par des salmonelles de 37 nourrissons. En France, Lactalis qui est aujourd'hui visé par plus de 30 plaintes de familles de victimes de cette contamination. Voilà, tout de suite donc, je vous propose de suivre cette audition. Mes chers collègues des deux commissions, mesdames et messieurs, nous arrivons ce matin au terme du cycle d'audition que, conjointement avec nos commissions des affaires économiques et des affaires sociales, nous avions décidé de mettre en place rapidement à la suite de la commercialisation de lait infantile fabriqué par l'entreprise Lactalis et infecté par des salmonelles. Nous avons cherché à comprendre au cours de ces auditions les tenants et les aboutissants de cette affaire, ce qui nous a conduit à entendre tous les acteurs qui interviennent dans la vie d'un produit agroalimentaire depuis sa production jusqu'à sa consommation. Nous avons donc remonté au cours des 5 dernières semaines toute la chaîne des acteurs, producteurs, distributeurs, services de l'État chargés de la sécurité alimentaire. Les auditions l'ont mis en lumière, la sophistication des dispositifs de contrôle dans notre pays, qui sont pour le coup très importantes, n'empêche pas la survenance de problèmes sanitaires. Et à plusieurs reprises, les auditions ont permis de pointer des dysfonctionnements à plusieurs endroits dans la production, d'abord et avant tout, mais aussi au stade du contrôle administratif et de la distribution des produits. Restait aujourd'hui la dernière étape, entendre ceux qui, éventuellement, directement ou indirectement, ont subi ces dysfonctionnements, c'est-à-dire les consommateurs. C'est donc à ce titre que nous recevons aujourd'hui en vos qualités de représentants des consommateurs, voire plus précisément pour certains de parents d'enfants victimes directes de cette contamination. Je précise pour mes collègues que si vous représentez tous les consommateurs, vous le faites d'un point de vue, évidemment, et selon des structures qui diffèrent, puisque d'abord nous accueillons l'Institut national de la consommation, établissement public chargé de l'information des consommateurs et d'apporter une aide aux associations de consommateurs. Ensuite, 2 associations de consommateurs agréés généralistes, UFC Que Choisir et Consommation Logement Cadre de Vie. Et enfin, une association qui s'est créée, monsieur, pour la défense spécifique des familles victimes dans cette affaire, l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles. Nos commissions ont lancé ce cycle d'audition pour comprendre ce qui s'est passé et déterminer ce qui doit être fait pour qu'une contamination de ce type n'advienne plus, d'autant plus qu'elle concerne des produits en principe particulièrement surveillés car destinés à de très jeunes enfants. Nous ne cherchons pas ici au Sénat à déterminer des responsabilités individuelles, à faire le procès de tel ou tel acteur. Certains d'entre vous ont déposé des plaintes devant le juge pénal et il reviendra donc à ce dernier de trancher. Pour autant, votre éclairage sur ce qui s'est passé et sur ce qui devrait se faire pour l'avenir nous a semblé naturellement essentiel. C'est pourquoi j'adresse à chacun d'entre vous les questions suivantes, auxquelles je vous remercie de répondre globalement pour une durée n'excédant pas 5 minutes par intervenant. De quoi, selon vous, les dysfonctionnements constatés sont-ils le symptôme? Comment garantir plus efficacement la sécurité alimentaire des produits transformés, notamment ceux qui visent les publics les plus fragiles? Au cours des auditions menées au Sénat, certaines pistes d'évolution parfois très pratiques ont été suggérées, soit par les administrations entendues, soit par les distributeurs. Que vous inspire-t-elle? Je sais que certains d'entre vous ont suivi ces auditions de très près. Enfin, puisque certains parmi vous ont choisi la voie de l'action pénale, le réflexe pénal vous semble-t-il vraiment efficace pour mettre un terme à de tels dysfonctionnements? Des sanctions civiles ou administratives nouvelles ou renforcées devraient-elles être envisagées?
Le président Milon va compléter ce bref propos introductif, puis vous aurez la parole avant que nos collègues des deux commissions réunies ne puissent vous poser des questions. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, au nom de la Commission des Affaires sociales, je tiens à vous dire, Madame la Présidente, que nous étions à l'heure. Au nom de la Commission des Affaires sociales, je souhaite également donc la bienvenue aux représentants des consommateurs institutionnels et associatifs que nous recevons aujourd'hui. Il nous a effectivement paru indispensable de clore ce cycle d'audition par le recueil de votre témoignage et de vos observations sur les difficultés et les défaillances, et les mots sont choisis exprès, difficultés et défaillances, révélées à l'occasion de l'affaire Lactalis. Notre objectif commun, et là aussi je te rejoins complètement, notre objectif commun est de dégager des pistes d'amélioration pour tendre encore davantage vers le respect de la sécurité sanitaire de notre alimentation, en particulier pour nos concitoyens les plus fragiles. Votre retour d'expérience nous sera donc particulièrement précieux. Je vous propose d'entrer sans attendre dans le vif du sujet pour répondre aux interrogations qui viennent d'être énoncées et je vous remercie pour votre écoute. Naturellement, oublié d'excuser la Commission des Affaires économiques qui avait quelques minutes de retard. Voilà. Je vais laisser la parole à monsieur, quelques dizaines de minutes. Allez, à monsieur Quentin Guillemin, qui est président de l'Association des familles victimes du lait contaminé au salmonelle, association, je le répète, qui s'est constituée à l'occasion de cette affaire. Monsieur Guillemin, la parole est à vous pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation et à nous exprimer, devant cette haute assemblée. Je souhaite tout d'abord vous dire quelques mots sur notre association, créée le 19 décembre dernier et qui compte à ce jour plus de 700 familles adhérentes. Celles-ci sont dans des situations différentes, vous l'avez compris, ayant eu des enfants malades ou tout simplement un ou des enfants ayant consommé les produits incriminés. Cette association fait suite au sentiment d'absence de réponse aux questions que se posaient les familles et à la nécessité d'organisation et de soutien mutuel, y compris sur les questions juridiques. Beaucoup de ces familles sont traumatisées d'apprendre qu'elles aient pu donner du lait empoisonné à leurs enfants de leurs propres mains. Certaines ont eu des enfants dont la salmonellose a été diagnostiquée, d'autres n'ont pas été diagnostiquées, c'est en vue refusée pour certaines d'entre elles, des coprocultures indispensables au diagnostic, et ont passé des semaines entre les hôpitaux sans savoir ce qui se passait, ce qu'avait leur enfant, et qui ont fini par apprendre grâce à la médiatisation ce qui pouvait se passer. Savez-vous ce qui leur a été dit la plupart du temps? Vous avez des problèmes d'hygiène chez vous qui ont conduit à cela. C'est cela qu'on a dit aux familles qui ont eu des diagnostics de salmonellose au tout début de cette histoire. On a culpabilisé les familles et on découvre aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème de contamination du produit dans l'usine de fabrication. Les familles sont aujourd'hui traumatisées au point d'avoir le doute sur toute la nourriture qu'elles donnent à leurs enfants et au point d'aller examiner, je vous passerai les détails, chaque jour les selles de leurs enfants. Je voudrais vous dire l'espoir qu'ont les familles en cette audition, l'espoir d'une prise de conscience de l'importance du scandale que nous vivons et des enjeux qui en découlent. Si nous nous battons aujourd'hui, si nous avons créé cette association, c'est pour connaître comment cela a pu être possible, identifier les responsabilités des uns et des autres et tirer les conséquences de tout cela afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Vous écrivez la loi chaque jour, vous avez une responsabilité de prendre toutes les dispositions afin que cela ne puisse plus avoir lieu et que la sécurité sanitaire puisse être garantie au moment où sera étudiée dans quelques jours ici même, je crois savoir, la loi issue des États généraux de l'alimentation. J'espère que vous saurez relever ce défi. Cette audition permet d'aborder plusieurs points. Concernant les poursuites pénales en cours, à ce jour, ce sont entre 30 et 40 plaintes de nos adhérents qui ont été déposées près le pôle santé du procureur de la République contre Lactalis et pour certaines d'entre elles contre des grandes enseignes de distribution et des pharmacies, dont certaines d'entre elles ont été auditionnées dans cette salle. Toutes sont déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et pour certaines d'entre elles pour blessure involontaire. Une enquête préliminaire est ouverte. Nous attendons encore la nomination d'un juge d'instruction permettant ainsi à toutes les parties d'accéder au dossier et d'en être acteurs. Pour ceux qui lisent la presse quotidienne régionale, je voudrais juste préciser un point, puisque ce matin, on a eu des informations. Aucune information judiciaire n'a été ouverte dans le dossier Lactalis, qui est à ce jour toujours en enquête préliminaire auprès de Madame la procureure de la République de Paris. Le juge Van Rimbeck, qui est cité dans certains médias ce matin, n'a été saisi que d'une plainte déposée il y a quelques semaines contre l'État
pour complicité de crime. Pour ce type de plainte, un juge d'instruction est obligatoirement, et selon la procédure pénale, le magistrat qui décide de l'ouverture ou non d'une enquête, et donc il aura à même de dire si cette plainte doit prospérer ou pas. Nous n'en pouvons plus, évidemment, nous espérons toujours qu'un juge d'instruction soit saisi dans la suite de l'enquête préliminaire en cours, ce qui n'est toujours pas le cas, et donc j'insiste sur ce point, puisque j'ai cru comprendre que certains dans vos auditions utilisaient l'argument du secret de l'instruction. Il n'y a pas de juge d'instruction, il n'y a pas de dossier d'instruction, il n'y a donc pas de secret de l'instruction. Nous ne pouvons plus l'apprendre chaque jour dans la presse ou par les auditions des uns ou des autres, y compris dans cet hémicycle, des bribes d'informations. À ce titre, nous avons été surpris d'entendre M. Dehaumont, la directrice de la DGCCRF également, évoquer des éléments devant vous qui ne nous avaient pas été transmis malgré nos interrogations. Nos interrogations qui se sont faites en face à face à quelques jours précédant vos auditions. J'ai ici des questions que nous avons posées au ministre, je pourrais vous les communiquer. Les yeux dans les yeux, qui nous avait promis une réponse écrite, se targuant de la transparence maximum à l'époque, c'était début janvier. Cette promesse est restée lettre morte, comme celle des sanctions évoquées par le président de la République, j'y reviendrai. Il est temps que les victimes puissent être actrices de cette enquête. Je tiens à indiquer, et c'est peut-être un point d'évolution à étudier, que la loi ne nous permet pas actuellement d'agir au nom de l'association, pour tous les parents qui le souhaitent. Cela étant réservé aux associations agréées et avec plusieurs années d'existence, et c'est aussi pour cette raison que les plaintes se multiplient, des plaintes individuelles se multiplient. J'ajoute qu'il s'agit dans ce cas d'une procédure civile, quand c'est possible, excluant dès lors l'éventuelle responsabilité pénale. J'ai coutume de dire qu'il m'apparaît surprenant de devoir créer une association de victimes avant même d'être victime. Plusieurs points méritent également d'être abordés et me permettent de répondre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à vos questions. Sur l'information aux familles et aux consommateurs, je voudrais évoquer les numéros verts qui avaient été mis à disposition des parents. Je l'ai déjà dit, mais un numéro vert avait été mis en place le 2 décembre, le numéro vert de la société Lactalis, puis le 10 décembre, ouverture d'un numéro de la Direction générale de la santé, qui, lorsqu'on les appelait, donnait des informations sur les produits retirés. J'informe quand même qu'on a menti aux familles dans ces numéros verts, puisque pendant un certain nombre de temps, on a dit aux familles que les laits qu'ils donnaient à leurs enfants n'étaient pas concernés. Et ils ont découvert dans la presse, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, que leur lait l'était. Alors même qu'ils avaient donné l'intégralité de leurs informations, à aucun moment ils n'ont été informés de leurs coordonnées, à aucun moment ils n'ont été informés de ces éléments. Je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu. Oui, et je me dépêche. Les listes agrégées et les listes des produits à l'international ne sont pas non plus publiées sur des sites officiels à l'heure actuelle, et donc considérons que c'est un défaut d'information réel. Sur le nombre de victimes et leur prise en charge, j'insiste sur le fait que c'était une période de gastro-entérite, ça a déjà été dit, mais la salmonelle conduit à une gastro-entérite, il faut le savoir, même si les symptômes peuvent être quelquefois légèrement différents. Les tests de sel n'ont pas été systématiquement faits sur des enfants qui ont été dans les hôpitaux notamment, avec leur boîte de lait prouvant qu'ils avaient bien donné ce lait-là à leurs enfants. Les conséquences peuvent être graves. Je le redis parce qu'il semblerait que sur ce point, tout le monde ne soit pas d'accord. Les médecins le disent, il peut y avoir des septicémies, des rectorragies, des infections diverses et variées, méningite, porteurs à vie, contagion. Et je le dis, quoi qu'il arrive, il s'agit d'enfants malades, il s'agit d'enfants qui ont été malades, et donc le sujet est grave. Sur les événements vécus et leur chronologie, simplement pour vous dire que les parents étaient à chaque fois des lanceurs d'alerte. Je rappelle quand même le 13 décembre, les 5 lots retirés, en toute discrétion dans les pharmacies, n'apparaissant sur aucune liste officielle ni celle de Lactalis, sont révélés par les familles. Les familles qui, à l'époque, je vous le rappelle, l'État et Lactalis se renvoyant dos à dos la responsabilité de l'absence de ces produits sur leur liste, et donc évoquant une erreur. Dès les premiers jours de janvier, c'est une famille de l'association qui révèle dans la Voix du Nord avoir acheté du lait retiré de la vente dans un supermarché. Leclerc, et d'où ensuite le message de M. Leclerc, un lait en promotion le 3 janvier sur un site national du groupe Leclerc. Les journalistes ont découvert ensuite que d'autres enseignes continuaient
également à vendre ce type de produit. Monsieur Guillemette, je vais devoir vous couper. Je finis simplement en vous disant que nous avons informé également les ministres des produits en vente sur Internet, parce que nous ne l'avons pas précisé, mais des sites sur Internet continuaient à vendre ces produits. Et donc, c'est comme ça que dans le deuxième contrôle, on voit apparaître 60 sites Internet. Voilà. Je voudrais simplement finir, parce que j'ai conscience d'être peut-être un peu trop long, pour vous dire que les citoyens n'ont plus confiance en cette entreprise. Certains diront qu'il s'agit d'un fleuron de l'industrie agroalimentaire française, c'était vrai. Aujourd'hui, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une entreprise française dont nous avons honte. Monsieur Beignet a une responsabilité, il est un dirigeant de cette entreprise. S'il assumait ses responsabilités de chef d'entreprise, il démissionnerait immédiatement pour sauvegarder son entreprise, ses salariés, et pour préserver l'image de toute une filière qui pâtit de ses actes. Et je sais que certains d'entre vous y sont sensibles. Si rien n'est fait, c'est une filière entière et des emplois qui en pâtiront. Et je finis simplement en disant que vous avez la capacité d'agir. La loi qui vient à la suite des États généraux de l'alimentation est une opportunité qu'il vous faut saisir pour veiller à garantir la sécurité sanitaire. Nous allons faire notre travail, monsieur. Je vous remercie de votre intervention. Je rappelle que cette audition n'est pas un tribunal. Je vous remercie des précisions que vous avez apportées sur cette affaire. Je vais passer la parole donc maintenant à Jean-Yves Manot, président de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers. Monsieur Manot. Merci la présidente, merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, merci de nous auditionner. Je pense que les événements que nous vivons depuis 2 mois presque, ou même un peu plus, sont un élément de rupture de confiance du consommateur dans la qualité alimentaire en général. Et des derniers événements ou des portées à connaissance récentes ne font qu'aggraver les choses. 2 questions préalables. Nous nous sommes focalisés les uns et les autres sur la production de lait infantile. Pour autant, nous ne sommes pas interrogés de savoir si cette entreprise, si cette usine, fabriquait uniquement du lait infantile. À ma connaissance, non. Il y a donc une production de lait, de poudre de lait, qui est vendue au secteur agroalimentaire pour la fabrication de tas de produits alimentaires que nous consommons. Et personne aujourd'hui s'est interrogé de savoir s'il y avait de la traçabilité sur ces produits distribués au secteur industriel avec des conséquences potentielles. C'est une interrogation qui montre qu'il y a aussi des défaillances dans le contrôle de l'action par rapport aux conséquences de ce qui s'est passé sur l'entreprise. Deuxième interrogation inquiétante. Il y a 2 jours, il y a une information qui est parvenue d'un laboratoire nantais qui est amené, certes, ne pas contrôler la présence de salmonelle, mais la présence de produits allergènes dans les produits fabriqués par la société Lactalis. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les tests devaient être refaits jusqu'à une dizaine de fois pour que les tests soient conformes aux normes envisagées et de la réglementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, qu'on le veuille ou non, des pressions internes qui font que le laboratoire dépendant financièrement de ce donneur d'ordre n'a pas tout à fait la liberté de publier le résultat des tests qu'elle constate. Alors je veux bien croire que tout ça, ceci est extrêmement sensible, mais à partir du moment où on a ce type de révélation, cela met en doute potentiellement la totalité des autocontrôles effectués par des laboratoires sur ordre de Lactalis. Et je comprends mieux les réactions de M. Beignet. M. Beignet lui-même disant « Écoutez, j'ai fait 17 000 tests, et ça sert à quoi ?» Ça sert peut-être que justement, les laboratoires sont tellement sous pression, sur ordre d'eux, ils sont dans l'obligation de trouver des tests le plus proche possible de la commercialisation possible des produits. Ce n'est pas rassurant du tout. Nous nous réjouissons, ou nous nous réjouissions dans notre pays, d'avoir un système de contrôle de la qualité alimentaire assez performant. En même temps, on s'aperçoit qu'il y a une certaine confusion entre les interventions des services vétérinaires, du ministère de l'Agriculture et des DGCRF sur certains produits. Est-ce qu'on s'est interrogé publiquement sur les rythmes des contrôles? À ma connaissance, à notre connaissance, la DGCRF, par exemple, intervient à des rythmes extrêmement éloignés
compte tenu de ses effectifs. Et pour tout dire, on est presque sur des contrôles autour de tous les 3 ans sur des entreprises de la taille de Lactalis. Parce que compte tenu des effectifs, elle préfère cibler son intervention sur des entreprises de moindre importance, qui ont moins de capacité possible financière de contrôle, et qui fait qu'ils sont plus sur surveillance. Mais ceci dit, on voit là qu'il y a des défaillances évidentes, et que, si on en croit la DGCCRF, on est sur des contrôles purement administratifs sur documents. C'est-à-dire qu'on contrôle dans les documents que tout est respecté, qu'il y a des contrôles réguliers, etc., que les tests sont suivis de conséquences, etc. Donc, peut-être se posons-on la question, devra-t-on se poser la question sur la nécessité, sur la qualité des tests, des contrôles de l'administration. Vous voyez, tout ceci démontre 2 choses. Une chose essentielle, c'est que la notion d'autocontrôle est indispensable sans aucun doute, mais non suffisante. Et que si l'on veut garantir aux citoyens de ce pays et d'ailleurs, puisque les produits aujourd'hui sont exportés bien évidemment, il y a la nécessité de contrôle par une autorité indépendante financièrement d'une odeur d'ordre. Cela va de soi. Sinon, il n'y a pas de crédibilité. La preuve, le laboratoire nantais en est l'illustration absolue. Au-delà de ces éléments complémentaires et récents, je pense qu'il y a, qu'on le veuille ou non, le constat d'une défaillance en chaîne, bien sûr de Lactalis, bien sûr de la grande distribution, bien sûr des pharmaciens, bien sûr des crèches et des hôpitaux. On s'aperçoit quand même que des secteurs extrêmement sensibilisés aux problèmes de santé publique, car il s'agit là d'un problème de santé publique, eh bien malgré cela, dans des hôpitaux et dans des crèches et dans des pharmacies, on a pu distribuer des produits dont l'annonce du retrait avait été publiée, avec retard, avec confusion de la part de Lactalis, avec une nécessité de l'intervention de l'État et de Bruno Le Maire qui a imposé par arrêté la fermeture d'une production, etc., et le retrait total. Je pense que de ce côté-là, Bruno Le Maire a fait ce qu'il fallait au moment opportun. Mais ça montre bien qu'il y a tout à revoir et à l'élaboration, me semble-t-il, d'un nouveau protocole dans ce type d'événement, car les choses n'ont pas été prises suffisamment avec sérieux de l'ensemble sur la chaîne. Alors des solutions ont pu être proposées. Nous-mêmes, quand nous avons rencontré Bruno Le Maire début janvier, nous avons évidemment proposé immédiatement le fait d'au moins centraliser sur un site unique la totalité des retraits alimentaires. Aujourd'hui, vous avez sur le ministère de l'Agriculture, la DGCCRF et autres structures plus ou moins privées d'ailleurs, avec des initiatives indépendantes intéressantes, mais qui montrent bien qu'il y a aussi une confusion et pas de concentration de l'information pour les consommateurs. Ça, c'est la moindre des choses, avoir un site unique. Je pense qu'il y a aussi la nécessité d'avoir un numéro vert à disposition des consommateurs lanceurs d'alerte. Car effectivement, si aujourd'hui un consommateur constate qu'un produit dont il a appris qu'il était en retrait se présente aujourd'hui en magasin, il ne sait pas quoi en faire, à part prévenir la presse locale. Je pense qu'un numéro vert sous la responsabilité de l'administration qui elle-même prendrait des décisions en conséquence derrière nous semble indispensable. Comme il était indispensable, bien évidemment, me semble-t-il, d'informer via les cartes de fidélité tous les acheteurs potentiels, car aujourd'hui, la grande distribution, c'est exactement ce que nous achetons à travers les cartes de fidélité, donc c'est un moyen, me semble-t-il, d'information extrêmement actuel. Et d'ailleurs, dans une enquête que je vous laisserai, la CLCV a fait une enquête sur la politique des retraits il y a 1 an. Et les consommateurs mettaient en évidence le manque d'information. 77% des consommateurs ne savaient pas exactement qu'est-ce qui était retiré, quand, les conséquences que ça pouvait avoir. Et 2, solliciter la possibilité d'être informé par les cartes de fidélité. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de débattre, je crois que vous êtes à peu près pressé, donc je ne vais pas développer, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. J'essaie d'être équitable entre chaque intervenant. Voilà. Écoutez, nous pourrons parler des détails, des informations. Simplement, M. Bruno Le Maire, début janvier, lors d'une entrevue que nous avons pu avoir
avec lui, nous garantissait que d'ici 1 mois à 2 mois, des décisions seraient prises. Eh bien, nous sommes tout à fait ouverts à continuer à participer en collaboration avec le ministre à des décisions, à des propositions nouvelles, mais je pense que les citoyens de ce pays attendent aujourd'hui des décisions et non pas d'enterrer cette affaire qui est trop grave par rapport à la santé publique, car c'est vraiment un problème de santé publique. Merci beaucoup. Nous ne l'enterrons pas, puisque vous voyez que nous poursuivons notre cycle d'audition. Je vais passer la parole à Monsieur Cédric Musso, qui est directeur de l'action politique du FC Que Choisir. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Je vais donc essayer de respecter le temps de parole imparti et aller directement aux recommandations qui, selon nous, doivent être portées afin de remédier à la crise de confiance des consommateurs, puisque, et il faut quand même le rappeler, l'affaire Lactalis, elle fait quand même suite à de nombreux scandales alimentaires, puisque l'été dernier, c'était le fipronil dont on parlait, et quelques années auparavant, c'était les lasagnes au cheval. Or, trop souvent, les consommateurs assistent à des scandales et il n'y a aucune mesure de long terme qui est prise. Et donc, nous souhaitons, nous, que le diagnostic soit établi au vu de ces différentes affaires pour prémunir les consommateurs de nouvelles crises. L'affaire Lactalis, elle est effectivement symptomatique de toute une série de défaillances et de dysfonctionnements, à commencer par les défaillances au niveau du contrôle en amont, puisqu'il ressort que la détection de la contamination a été problématique et qu'il y a eu réellement du retard à l'allumage, puisque jusqu'à vos cycles d'audition, et de ce point de vue, merci, nous posions la question. Il y avait la vraie révélation de ce scandale. L'Institut Pasteur dit la bactérie 2017 est la même que 2005. D'où une interrogation entre 2005 et 2017, que s'est-il passé? Et grâce à l'audition du directeur général de l'alimentation, il s'avère qu'il y a eu des autocontrôles positifs durant des années qui n'ont pas été transmis au service de l'État. D'où déjà une première recommandation que d'obliger, en cas d'autocontrôle positif révélant la présence de pathogènes, à ce que ces autocontrôles soient obligatoirement transmis au service de l'État, que ce soit dans l'environnement ou dans les produits. L'autre élément emblématique, c'est la défaillance s'agissant de l'ineffectivité de la procédure de retrait et de rappel qui a été ordonnée. Il ne s'agit pas d'une première, puisque les exemples sont légion, et l'UFC Que Choisir avait déjà par le passé dénoncé le fait que des détecteurs de fumée qui avaient fait l'objet d'une mesure de retrait et de rappel étaient également dans les rayons. On l'a vu également par rapport à des substances interdites dans les cosmétiques. Il y avait eu là encore retrait, rappel et malheureusement ineffectivité. Pourquoi ineffectivité? Et là, il s'agit de rebondir sur ce que le ministre a qualifié de fausse polémique, mais qui n'en est pas une. C'est bel et bien les moyens des services de la DGCCRF, puisque entre 2007 et 2012, les effectifs ont baissé de 1000 agents, ce qui n'est quand même pas rien. Et de même, il y a eu la révision générale des politiques publiques qui s'est accompagnée d'un éclatement de la DGCCRF qui avait un fonctionnement pyramidal qui fonctionnait très bien, avec à sa tête la DGCCRF, des directions régionales et des directions départementales, une chaîne de commandement logique. Tout cela a été éclaté au niveau régional, au niveau départemental. Nous avons des directions interministérielles. Les missions des agents ont été considérablement accrues au point que la mission première des services de la DGCCRF n'est plus la surveillance des marchés, mais toute une série de missions. Et donc nous souhaiterions que la chaîne de commandement soit parfaitement rétablie avec à sa tête la DGCCRF. Autre point crucial qui se retrouve dans toutes les affaires, c'est la problématique de l'information des consommateurs. Il est vrai que les consommateurs, en cas de retrait ou de rappel, ne savent pas vraiment où trouver la bonne information et il n'y a effectivement pas de site unique, et qui plus est de site unique actualisé, parce qu'il a fallu attendre pas mal d'années pour que l'information soit sur le site de la DGCCRF, mais je ne résiste pas à rappeler que par rapport à l'affaire récente des jambons qui ont été rappelés, le site de la DGCCRF ne mentionnait pas l'ensemble des rappels. D'où l'importance d'avoir un site unique actualisé, donnant l'information et permettant aux consommateurs de signaler, en cas de présence de produits dans les rayons, le dysfonctionnement. De même,
au vu d'une crise sanitaire ou d'un rappel d'ampleur, il serait opportun qu'il y ait des messages d'alerte audiovisuels permettant d'informer les consommateurs d'une mesure notamment de rappel, puisqu'il y a une statistique qui est inquiétante, qui est que quand un produit est rappelé, seulement 20% des produits rappelés sont restitués. Donc si le produit est réellement dangereux et défectueux, eh bien, on peut se demander pourquoi ne mettons pas davantage d'informations pour que 80% des produits restants soient restitués. Enfin, et c'est votre dernière question, le réflexe pénal. Vous n'êtes pas un tribunal, et donc nous, ce que nous voulons, c'est que le juge pénal fasse toute la lumière sur les responsabilités. D'où le réflexe pénal permettant d'avoir la liste des dysfonctionnements, des responsabilités, voire des culpabilités. Mais l'affaire Lactalis, elle est également révélatrice d'une difficulté. C'est le fait que la réparation des préjudices en France, elle est toujours aussi problématique. On a appelé de nos voeux l'instauration d'une action de groupe. Il y a l'action de groupe consommation-concurrence qui est limitée au seul préjudice patrimonial. Il y a l'action de groupe santé. Eh bien, ni l'une ni l'autre ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'affaire Lactalis, puisque l'action de groupe amont est limitée au seul préjudice économique et l'action de groupe santé, eh bien, le lait infantile n'est pas un produit éligible. Mais que ce soit le fipronil, que ce soit Lactalis, la question qui peut se poser est de se demander si on ne devrait pas avancer, si on voulait une vraie effectivité du droit de la consommation, vers une refonte des dommages et intérêts, de la philosophie des dommages et intérêts, et envisager des dommages et intérêts punitifs. Puisque si on prend l'exemple des pays anglo-saxons, on s'aperçoit que face à de telles crises, face à de tels problèmes, eh bien là, pour le coup, il y a une réaction immédiate, il y a une indemnisation, et ces pays, ils ont avancé vers des dommages et intérêts punitifs. Les entreprises réclament davantage de liberté. Ce davantage de liberté, il doit être équilibré par davantage de responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Je note que vous avez parfaitement respecté votre temps et merci beaucoup. Concentré sur les recommandations. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Agnès Christine Thomas-Lacoste, directrice générale de l'Institut national de la consommation, qui est accompagnée, si je ne me trompe pas, de Monsieur Benjamin Douriès, qui est rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Madame. Merci. Vous m'entendez bien? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. 3 mots. Pour l'Institut national de la consommation est un EPIC avec environ 70 personnes de salariés des statuts privés et fait effectivement l'information, l'éducation, le soutien des 15 associations nationales agréées et des 13 centres techniques régionaux de consommation. Et comme vous l'avez dit, je suis accompagnée par Benjamin Douriès, qui est rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs, dont l'INC et l'éditeur. Alors, je vais aller, moi aussi, rapidement, droit au but. Ce n'est pas le manque de texte qui fait que nous avons constaté cet état de situation. Les textes, il y en a une vingtaine, ils vont du règlement européen à la loi, aux normes, à tous les PMS, tout ce que vous pouvez trouver dans le management de qualité des entreprises. Ces textes, le premier texte, c'est en 98, pardon. C'est la loi qui indique que le professionnel a une obligation de résultat. Et qu'il doit appliquer tout ce qui doit être dans son pouvoir pour faire en sorte qu'il y ait de la sécurité et de la santé publique. Donc ça, c'est, j'irais en dire, c'est pas le problème de texte, c'est plutôt la mise en œuvre réelle et pratique au quotidien et à tous les stades. Parce qu'effectivement, et je vais le prendre dans le sens inverse du cycle de vie, je vais commencer par le consommateur, puis je vais remonter vers le producteur. Effectivement, les recommandations qu'on pourrait faire rejoignent celles que vous avez déjà eu à entendre dans cet hémicycle, mais on va peut-être ajouter différents points. La première recommandation, il faut voir si le produit est sorti du magasin ou est encore au magasin. Alors, à partir du moment où il est encore dans le magasin,
On va prendre le parti distributeur. J'ai effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, il y a la préoccupation des cliniques, des hôpitaux, qu'il faudra traiter d'une certaine façon. Mais pour ce qui est distributeur, on a bien entendu qu'il pourrait, et vous l'avez dit, faire des codes barres qui vont beaucoup plus loin par l'eau, et ça passerait par effectivement les passages caisses, et on pourrait arrêter les produits. Ça, c'est dans le magasin. Deuxième point quand même, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que nous avons pu le faire, mais l'affichage n'est pas très clair dans les magasins. Vous n'avez pas le même affichage d'ailleurs, quel que soit le magasin. Il serait peut-être utile d'avoir un affichage comme un peu Vigipirate, comme un affichage d'alerte, un signal qui montre que c'est quel que soit l'endroit où va le consommateur, il retrouve la même information, le même logo en disant attention, alerte, et puis un endroit visible avec des spots, tout ça, parce que là actuellement c'est pas très clair, je vous l'avoue. Troisième point, il faut également, comme ça a été dit, il faut informer le consommateur une fois que le produit a déjà été acheté. Parce qu'il a pu être acheté, effectivement, alors je ne parle pas des sites e-commerce, mais il a été acheté, le consommateur a ses produits. Donc là, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous avez effectivement la partie flash, qui peut être des flashs télévisés selon la gravité du risque. Parce que vous pouvez aller jusqu'à les flashs grippe, vous savez, les principaux gestes pour anti-grippe, vous avez l'alerte enlèvement, vous pouvez faire ça. Et ça pourrait être d'ailleurs pris en charge par l'entreprise qui devait faire en sorte que le produit ne soit pas sur le marché. Parce que c'est bien ça quand même le problème. Il y a également une autre possibilité, ce sont les sites. Les sites, et donc là, on revient au fait qu'effectivement, il y a un site normalement, qui est le site de la DGCCRF, mais qui n'est visiblement pas renseigné en totalité. On a fait une petite comparaison. En 2017, on a vérifié, les 60 millions de consommateurs vérifie les rappels de produits et on fait systématiquement, on vérifie sur les sites des fabricants, sur les sites des distributeurs et on passe en revue. Alors on ne fait pas les retraits des véhicules, mais on a trouvé 270 rappels en 2017, là où le site de la DGCCRF n'en comptait que 60. Alors ça c'est le constat, c'est que OK pour un site unique, mais il faut impérativement que les fabricants informent, s'obligent à actualiser, à communiquer l'information. Parce que sinon, on aura toujours le même problème. Puisque là, actuellement, ils ont déjà cette obligation, ils ne le font pas. Donc là, il faut insister sur ça, parce que c'est très important. OK pour un site, OK pour qu'il soit unique, c'est très important, le réclamer depuis longtemps, mais il faut aussi qu'on contrebalance avec cette obligation de fournir l'information au plus vite. Parce qu'il faut se dire qu'à très court terme, ça peut recommencer. Monsieur Cédric Musso a cité les jambons. On a eu la difficulté, on l'a fourni très vite et il y a eu une réponse du fabricant très rapide. Mais il y a eu effectivement ce type de jambon récemment avec la listeria. Ça vient d'arriver. C'était en février. Donc c'est important de faire en sorte qu'on... Comme je sais que vous allez remonter jusqu'à l'usine et que nous n'en sommes qu'aux consommateurs, il vous reste une minute, madame. Voilà. Non, mais j'ai effectivement privilégié la partie consommateur parce que vous avez déjà reçu les distributeurs et tout ça. Donc ça, c'est essentiel pour nous de faire en sorte que le son consommateur, il soit informé par tous les voies. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas, qui ne vont pas sur le site. Et donc, il faut un site, il faut faire une large information de l'existence de ce site, mais il faut aussi vérifier tous ceux qui ne peuvent pas aller sur les sites. Il faut donc pouvoir aller sur les médecins, sur tout ça. Bon. Pour ce qui est le contrôle, nous avons effectivement les mêmes constatations. Il faut qu'il y ait il y a bien les autocontrôles, mais il faut aussi renforcer le contrôle fait par, je dirais, une autorité indépendante, un service indépendant, l'État.
certes, les moyens sont réduits, et d'ailleurs, vous l'aviez auditionné, la directrice générale de la DGCCRF vous l'a dit, on ne sait pas en mettant une personne de plus par département qu'on arrivera. En revanche, on peut veiller à ce que la procédure, le processus soit différent, qu'il y ait une discrimination en fonction de la criticité, de la variété. C'est important de le dire, et ça, je pense qu'il faut vraiment revérifier quel type de contrôles sont faits par les services publics et quel type de contrôle on a effectivement à faire en autocontrôle par l'entreprise. Et j'en reviens là à la première chose que j'avais dite. D'abord, il vaut mieux prévenir. Normalement, des entreprises comme Lactalis ont des systèmes qualité, ont que ce soit sur l'environnement, sur le produit, ils savent très bien faire. Donc déjà, je vais vous demander de conclure, madame. Je vais vous demander de conclure. Et deuxième, j'ai presque fini. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, l'obligation de résultat fait que les autocontrôles, et là je rejoins ce qui a été dit par monsieur Manot, il est important de faire en sorte que le laboratoire puisse informer directement, je ne sais pas si c'est marqué dans les contrats, mais il peut y avoir directement les autorités administratives, la préfecture, en parallèle de la révélation de l'aspect positif. Voilà. Pardon d'être... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Merci beaucoup enthousiasmant. Pour ces premières... En tout cas, c'est très important. Pour ces premières prises de parole, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, je vous redis que je vous laisse 2 minutes pour intervenir. La première prise de parole est celle de Martial Bourquin, ensuite Dominique Estrosi. Deux types de remerciements aux 2 présidents de commission pour avoir organisé l'ensemble de ces auditions. Il fallait le faire. Deuxième chose, remercier aussi les associations pour la qualité de leur intervention. Je pense que maintenant, on sait où on met les pieds. On a un vrai problème d'autocontrôle. Et ce qui s'est dit sur Europe 1 il y a quelques jours, plusieurs journaux ont repris, montre qu'il y a des pressions sur l'indépendance des contrôles. Et on doit travailler là-dessus pour que ces autocontrôles soient contrôlés par de vrais contrôles par la DGCCRF. C'est absolument indispensable. Et franchement, quand on voit les compétences de la DGCCRF, on a l'obligation d'avoir de vrais effectifs, d'avoir de vrais moyens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même si je comprends, c'est ceux qui ont eu un bébé malade, mais demain, ça peut être une bactérie beaucoup plus grave, peut-être mortelle. Et essayer, on avait un autre débat avant où on disait que des tas de produits vont arriver sur les marchés avec la mondialisation, et il faut que nous ayons les moyens et que la DGCCRF ait les moyens. La deuxième chose, sur les grandes surfaces, y compris quelques pharmacies qui ont continué à écouler les produits, là, nous devons avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Quand un maire a un problème avec une piscine, avec une restauration scolaire, il est là, et il doit, à un moment donné, régler les problèmes. Le directeur de la grande surface doit être là et régler les problèmes. Tout doit être retiré, sinon il y a des poursuites judiciaires. S'il n'y a pas des choses aussi simples que celle-là, on peut avoir... Parce que vous savez ce qui va se passer, et moi je vous remercie vraiment les 2 présidents d'avoir organisé ces auditions, c'est que là on a eu des trous dans la raquette, il faut veiller à ce qu'on répare les trous et que la raquette fonctionne. Et aujourd'hui, on doit le faire, je pense qu'on a les éléments pour le faire. En tout cas, merci aux associations pour la qualité de leur intervention. Merci beaucoup Martial, je passe la parole à Dominique Estrosi-Sassonne et ensuite, voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais savoir comment, concrètement, vous avez recensé les nourrissons qui ont ingéré les laits en poudre. Également, comment vous arbitrez les demandes des parents. Quelles preuves vous demandez aux parents, compte tenu du diagnostic médical qui est donc difficile à établir, surtout sur des nourrissons qui n'ont pas été hospitalisés. Et à partir de ce moment-là, face aussi au phénomène que l'on voit malheureusement grandissant des fausses victimes qui agissent par appât du gain,
On l'a vu dans un certain nombre d'affaires judiciaires, et je ne voudrais que citer des attentats de Nice ou de Paris. Voilà donc des réponses qui seraient intéressantes de connaître de votre part. Merci. On va donner la parole au pédiatre. Alors, Madame Lassarade. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, moi je vais apporter mon témoignage de pédiatre comme je le fais d'habitude. Je pense que si l'affaire a pris autant d'importance, c'est parce qu'il s'agissait de bébés, parfois de nouveau-nés, et que les parents sont toujours avides d'informations. Et je pense que si la transparence se fait dès le départ auprès des parents, les choses peuvent être beaucoup plus simples. Je pense qu'on a affaire à des gens intelligents qui peuvent comprendre ce que dit le milieu médical. Dominique, il est très facile de porter un diagnostic de salmonellose sur une simple coproculture. Le problème, c'est simplement de savoir à qui on le fait, c'est-à-dire uniquement les enfants malades, ou est-ce qu'on l'étend à tous les enfants qui ont reçu les lots. Et là, ça représente comment dire, une dépense certainement très importante par rapport à la gravité de la pathologie. Ce n'est pas une pathologie finalement plus grave qu'un rotavirus, par exemple, en sachant qu'il existe un vaccin pour le rotavirus, mais le fait que ça soit une bactérie fait qu'on la retrouve assez facilement et dans la coproculture, dans l'examen de sel des enfants, et dans les boîtes de lait. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon exercice d'avoir des nouveau-nés il y a assez longtemps contaminés, et donc l'enquête remontait jusqu'au laboratoire. Bon, à l'époque, c'était le laboratoire Nestlé. On avait fait une enquête sérieuse, et il n'avait pas finalement été retrouvé l'origine réelle du germe. Par ailleurs, dans toutes ces auditions, ce dont on n'a pas parlé du tout, c'est de la prévention. La prévention élémentaire, c'est l'allaitement maternel. Personne n'en a parlé. Je pense que il faut revenir quand même aux fondamentaux. Un enfant qui serait contaminé par une salmonelle et allaité même partiellement par sa mère aurait la thérapeutique rien que dans l'allaitement maternel. Donc je pense que ça, c'est important de le rappeler. Le lait artificiel, c'est au départ du lait de vache, c'est un aliment vivant mais qui est transformé pour le rapprocher du lait maternel. Ce n'est pas du lait maternel. C'est le fondamental, c'est ce que je voulais rappeler. Merci, docteur. Donc la parole est à Michel Gréaume. Merci Madame la Présidente. Afin d'éviter à nouveau ces incidents comme l'affaire Lactalis, et au vu de l'ensemble des éléments que j'ai entendus dans les diverses auditions, ne serait-il pas judicieux d'auditionner des prestataires laboratoires qui travaillent pour les entreprises, comme par exemple la société Eurofin basée à Tours, prestataire laboratoire de Lactalis? Ceci nous permettrait de mieux cerner les moyens de contrôle des entreprises, comprendre pourquoi, lors de résultats positifs, aucun signal n'a été donné. Quelles mesures faudrait-il appliquer pour garantir la sécurité sanitaire? Je rappelle que ce n'est en aucun cas pour faire un procès, mais simplement pour mettre en place des mesures pour que ces incidents n'arrivent plus. Merci. Merci beaucoup Michel. La parole est à Fabien Gay, ensuite à Alain Durand. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Bonjour messieurs, dames. Je crois que c'est important aussi d'entendre votre voix et d'avoir une pensée d'abord pour les victimes et leurs familles. Moi, je vais faire court parce qu'il y a, en fait, c'était sur 2 interventions. Michel vient de le dire, mais Martial aussi, c'est sur la question des autocontrôles. Je crois qu'il faut qu'on pousse nos auditions. On voit bien ce qui sort dans la presse. Tous les jours, on en apprend. Mais on est dans un système où il y a une défaillance de l'État. On se l'est dit, on le répète. Il n'y a plus les moyens de faire les contrôles. On est dans un système où il y a une rentabilité financière qui est demandée, pressurisation, l'agroalimentaire, des autocontrôles qui sont faits par des organismes privés, qui eux-mêmes dépendent quasi exclusivement de l'industrie agroalimentaire. Parfois c'est leur seul client ou c'est leur plus gros donneur d'ordre, et ils sont mis sous pression. Et à un moment donné, ils le disent, on peut franchir une ligne rouge, et on peut même aller jusqu'à changer un résultat. Et on sait que cette souche est présente depuis 2005 dans cette usine. Et qu'après on apprend audition par audition que finalement il y a eu des traces un peu partout. Alors il y a des choses, je parle
pouvoirs publics et l'autorité judiciaire fera son travail, mais nous, en tant que législateurs, il y a une première chose qui revient, c'est est-ce que les autocontrôles, même lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des traces dans l'environnement, et pas qu'uniquement sur les produits, je crois que nous devons agir. Là, c'est une première piste. Et la deuxième, ça rejoint la question de ma collègue. Moi, je voulais que vous puissiez, Madame Estrosi, ça sonne, vous puissiez nous dire plus précisément, parce que la semaine dernière, il y a quelque chose qui m'a un peu hérissé de la part d'un collègue, il dit oh, finalement, il n'y a que quelques cas, 30 cas. Je vous avoue que j'ai un peu... Bon, je voulais savoir comment vous définissez les cas. On le sait, la salmonelle, c'est une grosse gastro-entérite, que parfois on ne peut pas la détecter. Je sais qu'après, il faut que ça remonte jusqu'à... Voilà, je voudrais bien que vous nous expliquiez ce cas-là, parce que c'est 30 et quelques cas bien vérifiés, mais le parcours, pour le faire vérifier, est un parcours un peu du combattant. Et donc, on ne le sait pas, mais on pourrait avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de cas finalement, mais y compris des gens qui ne le seraient pas. Donc je voudrais bien que vous nous précisiez ça. Merci. Dans le cadre d'une épidémie gastro parallèle, donc difficulté. La parole est à Alain Durand, ensuite à Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, à mon tour, je voudrais également vous remercier, ainsi que Monsieur le Président, d'avoir organisé cette série d'auditions qui nous permet aujourd'hui d'y voir plus clair, en tout cas, de partager des constats ou de dire que ça ne fonctionne pas. Alors, Monsieur Quentin-Guillemin, vous avez raison, ici on vote la loi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement de tomber dans ce piège qui serait de rajouter la loi à la loi, du règlement au règlement, pour au fin du fin arriver à toujours plus de complexité et finalement une application impossible. Moi, quand j'entends ce matin qu'il y a un numéro vert qui ne donne pas la bonne information, je découvre ça avec stupeur. Que le code-barre, qui est connu de tous, pourrait être une barrière informatique pour arrêter justement la distribution. C'est très simple. Aujourd'hui, je crois que c'est facile à faire. Que les autocontrôles sont faits par des labos dont on peut, j'ai entendu, s'interroger sur leur indépendance. Donc moi, je crois que tout simplement, avant de légiférer, je pense qu'il faudrait mieux s'atteler tous à appliquer correctement et avec plus de rigueur ce qui existe. On l'a entendu, il y a une rupture de confiance et je crois que ça c'est grave par contre et on se doit de réagir, mais peut-être pas de partir en courant sur de nouvelles lois ou de nouveaux règlements. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Daniel Grémillet, ensuite à Roland Courteau. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Plusieurs remarques. La première concernant les autocontrôles. N'oublions pas que c'est la législation qui a changé. Avant que la législation ne change, c'était les services de l'État qui libéraient et qui autorisaient la mise en marché. Donc la vraie question, est-ce qu'on revient en arrière et qu'effectivement on considère que le système d'autocontrôle n'est pas bon et qu'il faut revenir à un système très dirigé par les administrations. Donc c'est une vraie question parce qu'on parle là comme si on n'imaginait pas que la réglementation ait changé. Donc il ne faut pas non plus accuser à tort, parce qu'on est dans un concept, effectivement, qui a évolué. Deuxième point, et je crois que vos propos confirment ce qui a été dit, et moi aussi je remercie ces auditions, parce qu'il y a au moins un point sur lequel il y a un consensus, c'est qu'il faut aujourd'hui revoir la notion de rappel, et l'aspect de graduation. Parce qu'effectivement, avoir un rappel, et ça répond peut-être à la question, j'aurais une question à poser, quand vous dites 260 rappels en 2017 et 60 seulement au niveau de la DGCRF, ça ne me choque pas forcément, parce que dans les 60, c'est peut-être 60 pour des raisons de risque sanitaire, les autres étant des risques, et je le dis parce qu'on le connaît tous dans notre environnement, pour des risques d'aspect, mais qui n'ont rien en termes de risque de santé. Donc c'est une question que je vous pose, et ça rejoint et ça confirme la nécessité d'avoir une clarification dans la notion de rappel. Je voudrais donner, Madame la Présidente, Monsieur le Président, donc ça prend 30 secondes, mais un exemple. Mon collègue Jackie Pierre qui est là, il se souvient dans le département des Vosges, en 2017, il y a eu soudainement un arrêt de distribution d'eau potable dans une commune, parce qu'il y a eu un prélèvement au niveau des contrôles qui montrait que l'eau qui était distribuée à la commune n'était pas bonne. Or, lorsqu'on a poussé plus loin, on s'est rendu compte que l'eau de la commune était bonne, mais que là où le prélèvement a eu lieu dans un endroit privé, c'était l'endroit privé qui polluait l'eau. Donc je repose une autre question fondamentale.
sur effectivement la chaîne de l'alimentation qui part du producteur, transformateur, distributeur, mais aussi consommateur. Et il y a un vrai problème aussi, et je pense que je trouve que les associations de consommateurs ont un rôle très important, y compris dans l'éducation et la formation au niveau des consommateurs sur le risque alimentaire. Et puis je terminerai par la question toujours identique. On sait ce qui se passe dans notre pays, alors tout n'est pas parfait, mais faisons attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une expression qui n'est pas très appropriée, je vous l'accorde, mais avec le risque de ne plus avoir d'alimentation qui sont tracées comme elles sont tracées en France, quid des alimentations et des produits qui sont importés de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Daniel, la parole est à Roland Courteau. Merci Madame la Présidente. Oui, une première question, Monsieur Guillemin. Qui a pu dire aux associations ou qui a pu dire aux familles, je ne sais pas, peut-être avez-vous des problèmes d'hygiène chez vous. Et puis, cela dit, moi, personnellement, j'en ai vraiment ras-le-bol, excusez l'expression, d'entendre le fabricant, l'État, la distribution, les pharmacies, nous dire bah, il n'y a pas eu de manquement chez nous, c'est la faute aux autres. Ils se renvoient la balle de l'un à l'autre. C'est la faute à pas de chance. Ou encore, le risque zéro n'existe pas. Alors, bon, j'abrège là mon propos. Je voudrais, moi, remercier les associations pour leur action, pour leur vigilance et pour leurs recommandations dont nous ferons bon usage. Et je voudrais leur dire, si vous n'existiez pas, ben, il faudrait vraiment vous inventer. Cela dit, par rapport aux autocontrôles, je m'associe aux propos de Daniel Grémillet, et quant aux moyens de la DGCCRF, je m'associe volontiers à ceux de Martial Bourquin. Merci Roland. Je vais donc passer la parole à Monsieur Daudigny. Merci Monsieur le Président. Deux points. Le premier, pour insister à mon tour sur le sujet des laboratoires qui sont amenés à tester les produits pour la firme, puisqu'il semblerait que le PDG de Lactalis lui-même a admis avoir, je cite, des doutes sur la fiabilité du laboratoire chargé de tester les produits de la firme. Et le deuxième sujet, c'est une question donc aux associations. Il est établi que 25 bébés ont été contaminés par la même salmonelle sur la période de 2006 à 2016. Donc c'est l'Institut Pasteur qui faisait l'information. Alors je voudrais vous poser la question, alors UFC Que Choisir ou l'INC, est-ce que vous étiez informé sur cette période de ces cas de contamination? Oui, non, pourquoi? Éventuellement, quelle réaction ou pourquoi vous n'étiez pas informé? Merci. Très bien, merci beaucoup de ces questions. La parole est à Joël Labbé. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Oui, merci Madame la Présidente. Moi aussi, je voudrais saluer la présence et l'action de ces représentants de la société civile, que sont les associations de consommateurs ou les associations de victimes. On sait maintenant qu'il faut faire avec et qu'ils jouent un rôle essentiel. Sur la question de l'autocontrôle qui est majeure, à une période où on est en massification de l'alimentation. Moi, je fais partie de ceux qui ne souhaitent pas que l'on continue comme cela. Il va falloir qu'on aille d'une façon très très forte vers la relocalisation de l'alimentation. Pour ce qui est de l'autocontrôle, tant que ça fonctionne comme ça, l'autocontrôle, pourquoi on est à l'autocontrôle? Parce qu'on n'a plus les moyens publics de politique publique de contrôle. On n'a pas l'argent, on le sait. Par contre, l'argent, à mon sens, il faut aller le chercher d'une façon ciblée d'où il sort. Ces grosses industries qui font de l'argent, c'est leur but, et qui font aussi des produits qui doivent être de qualité, eh bien, soit on ponctionne, on taxe ou on prélève la valeur du coût des contrôles par des organismes publics. C'est une autre façon de mener des politiques publiques. Ce n'est pas sur l'argent global des contribuables, c'est l'argent de ceux qui en profitent et qui génèrent cela. Moi, je souhaiterais que,
évidemment, le mécanisme serait sûrement compliqué à mettre en place, mais pour moi, il est nécessaire, parce que la question du rétablissement de la confiance, on sait que dès l'instant que ce sont des boîtes extérieures, il y a des pressions, il y a tout ça qui se passe, et à mon sens, la puissance publique doit jouer son rôle. Merci Joël. La parole est à Laurent Ducrot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Moi, je voudrais me poser la question de l'impartialité de tous ceux qui peuvent représenter des associations de consommateurs victimes de certaines problématiques. Et par rapport à cela, j'aimerais bien qu'on puisse véritablement savoir, puisqu'on demande la moralisation de la vie politique, si tous ceux qui prennent la parole au nom de tous ceux qui ont subi un problème sont véritablement impartials. Si derrière, il n'y a pas une certaine forme de lobbying, impartiaux, oui. Excuse-moi, impartiaux. Si derrière, il n'y a pas une forme de lobbying, si derrière, il n'y a pas un peu de politique ou un peu de tout un tas d'autres choses qui font que petit à petit, eh bien, on inculque et on rentre dans la société une certaine forme de manque d'objectivité. La parole, mes chers collègues, est libre dans cet hémicycle. Et pour terminer, Annie Guillemot. Moi, je voulais simplement très rapidement revenir sur 2 points. Le premier point, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes à un moment donné. Je crois que ce qu'on a vu pendant les auditions, c'est notre incapacité à un moment à faire que ça ne se reproduise pas. Et je crois qu'elle est là aussi, la souffrance des familles. C'est-à-dire que quand on le découvre, on doit tout mettre en œuvre pour que tout doit être, que ce soit les distributeurs, les producteurs, tout devrait, y compris les services de l'État. Puis la deuxième chose, je réagis par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que on a quand même un problème dans notre système, c'est-à-dire que on a des associations de consommateurs et je partage pas l'avis sur l'objectivité. Elles sont là pour faire leur travail. Mais moi, ce que je remarque et je pense que les associations aujourd'hui, on l'a vu pour les prothèses mammaires, on l'a vu pour Dentexia. Moi, à Lyon, j'ai reçu l'association sur Dentexia. Comment notre système fait que les familles qui sont touchées sont obligées de se mettre en association de victimes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que pour faire valoir nos droits, faire valoir des droits, je veux dire, ce sont des bébés, ce sont des mamans, des papas qui se sont retrouvés dans des situations qui étaient des situations affreuses, avec une souffrance de leur enfant et une souffrance de l'ensemble de la famille. Donc il y a un moment, pourquoi notre système fait qu'on est obligé, et ce sont des bénévoles, des parents qui prennent de leur temps, de leur énergie et qui connaissent pas forcément les arcanes de comment ça fonctionne. Et je pense qu'il faut le redire ça. Et dans tous nos problèmes aujourd'hui qu'on a là-dessus, on a chaque fois constitution d'associations de victimes pour se faire à la fois entendre et respecter. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut qu'on réfléchisse comment on en arrive là alors que ce sont des personnes en souffrance qui devraient être prises en charge directement par l'ensemble de la solidarité et de nos procédures et nos instances. Merci beaucoup Annie. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Donc je vais demander aux uns et aux autres si vous voulez réagir par rapport à ces questions, répondre, réagir. Monsieur Douriez. Il y a une question qui s'adressait à nous particulièrement sur les rappels de produits, donc je voudrais préciser quelque chose. Donc effectivement, le site de 60 millions de consommateurs a relayé 270 rappels de produits sur l'année 2017. Ça concernait autant des produits alimentaires que des produits non alimentaires. Il y en avait donc une soixantaine sur le site de la répression des fraudes et en regardant la liste, on ne parvient pas vraiment à trouver une logique. Il y a certains rappels qui nous paraissaient à nous importants qui n'étaient pas sur le site de la répression des fraudes et d'autres qui peuvent paraître mineurs par certains aspects et qui étaient. Donc on ne parvient pas à déceler une logique claire. Sur un rappel récent qui a été évoqué par l'UFC Que Choisir, le rappel de plus de 100 lots de jambon de 7 marques différentes qui étaient contaminés à la listeria, c'était il y a une quinzaine de jours. Ce rappel-là ne figure pas sur le site de la répression des fraudes. En revanche, il figure sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais il y a d'autres rappels qui concernent des produits alimentaires qui sont sur le site de la répression des fraudes et qui ne sont pas sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc la situation en matière d'information sur les rappels de produits sur les sites publics, elle est aujourd'hui non satisfaisante, me semble-t-il.
Une des raisons, c'est sans doute pas la seule, c'est qu'il arrive, ça c'est la répression des fraudes qui nous l'a expliqué quand on l'a interrogé, que certains professionnels qui procèdent à des rappels de produits n'informent pas la répression des fraudes alors qu'ils en ont l'obligation. Donc ça explique que parfois certains rappels qui sont publiés par les professionnels sur leur propre site internet ne soient pas répercutés sur le site de la répression des fraudes parce qu'elle n'a pas été mise au courant par le professionnel. Très bien, on sent qu'il y a un besoin à la fois de qualifier le rappel, de l'ordonner, de l'organiser pour le communiquer mieux. Est-ce que, Monsieur Manot? Oui, j'étais un peu choqué, je dois vous dire, cher monsieur le sénateur, sur votre intervention concernant la neutralité potentielle des organisations de consommateurs. Alors, sachez quand même que pour être agréé, les associations de consommateurs sont agréées par l'État au nom de leur indépendance et de la neutralité. Cela veut dire, très concrètement, que nous n'avons pas de ressources émanant du secteur professionnel. Même si la diminution de crédits régulières qui sont octroyés aux organisations de consommateurs affaiblissent leur capacité d'action. Et nous pousse aujourd'hui à trouver des partenariats potentiels avec des structures coopératives, etc. Ceci est un problème. Et ceci, me semble-t-il, est l'occasion de mettre dans le débat public, puisque vous nous en donniez l'occasion, le fonctionnement et même la possibilité d'avoir une taxe parafiscale qui serait remise aux relations de consommateurs pour garantir leur neutralité absolue, etc. Et, cher monsieur le sénateur, permettez-moi de vous poser la question au nom de quel lobby vous intervenez pour mettre en cause la neutralité des relations de consommateurs. Bon, voilà, je pense que nous sommes sur l'affaire Lactalis. Monsieur le Président, vous voulez intervenir? Juste pour intervenir sur la dernière intervention, je voudrais juste vous rappeler que les laboratoires sont aussi agréés par l'État, quels qu'ils soient. Et par ailleurs, en ce qui concerne les taxes, je voudrais vous rappeler que en ce qui concerne l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a une taxe sur les produits pharmaceutiques qui est mise en place sur les produits pharmaceutiques pour que l'agence fasse un contrôle sur les médicaments. Taxe qui est mise en place également sur les produits cosmétiques pour que l'agence nationale fasse un contrôle sur les produits cosmétiques. Ça n'a pas empêché le lévothyrox. Très bien. Monsieur Quentin-Guy m'a demandé la parole et ensuite Monsieur Musso. Oui, pour répondre aux questions. Sur la question des pharmacies, je voudrais vous donner une petite anecdote récente. Il s'avère que moi, en ce qui me concerne, quand ma fille a bu ce lait, je suis allé voir ensuite le pharmacien qui ne m'avait pas informé du retrait des produits concernés, puisque le lait pour ma fille était un lait pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache délivré sur ordonnance. Délivré sur ordonnance. Et donc on m'a répondu, vous savez, que votre fille en prenne un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien. C'est ce qui m'a déterminé à agir aujourd'hui. Et pour tout vous dire, il n'y avait aucune information dans la pharmacie en question sur le retrait des produits. Aucune information n'était donnée aux clients. Et on vous répond ça. Voilà. Donc autant vous dire que c'est un peu inadmissible et que c'est la raison qui m'a motivé à agir encore aujourd'hui. Également pour vous dire que sur la question des pharmacies, certains ont des noms. L'État a des noms de pharmaciens qui n'ont pas respecté la réglementation en la matière. Il serait temps que les noms soient donnés à l'Ordre national des pharmaciens qui les attend pour pouvoir sanctionner les pharmaciens qui font du mal à leur profession. Donc effectivement, voilà ce que je voulais répondre sur les pharmacies. Sur la question la question de la reconnaissance des victimes, enfin la manière dont on a recensé les victimes. Vous dire d'abord qu'on a reçu plus de 3000 mails. Moi, j'ai reçu 3000 mails suite à l'ouverture d'un mail le 19 décembre et que nous n'avons toujours pas fini de traiter l'intégralité de ces 3000 mails, mais qu'au fur et à mesure, on découvre des choses, que des éléments nous ont été donnés, y compris avec des dossiers médicaux, des coprocultures, par les familles en question, et que quand j'ai annoncé au moins 48 familles victimes, ce sont des familles dont j'ai les coprocultures, dont j'ai les dossiers médicaux, qui ont d'ailleurs été indiqués à Santé publique France
en face à face, et je leur ai dit que je rendais disponible et que les parents m'autorisaient à rendre disponible ces coprocultures pour prouver les éléments que j'avançais. Je n'avance pas d'éléments sans preuve. Donc c'est des choses que nous avons, et c'est comme ça que nous savons. Je dis simplement sur la question des coprocultures, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, et Madame l'a très bien dit, effectivement, les coprocultures sont faites à partir du moment où on a une suspicion que l'enfant a été contaminé. De quoi s'agit-il? C'est effectivement les symptômes de la gastro-entérite, avec des éléments supplémentaires, des selles très odeurantes par rapport à habituellement, et avec une odeur très, très différente. Vous pourriez le dire mieux que moi, je pense. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit. Moi, voilà. Pas spécifique. Et puis également le fait, et surtout c'est ça qu'on demandait, c'est des coprocultures à partir du moment où on a des symptômes de gastro-entérite qui sont longs, et surtout avec des enfants qui ont bu ces laits retirés. Parce qu'on ne demande pas de tester tout le monde, et bien évidemment, on a bien conscience de l'enjeu. Et donc, c'est ça qu'on demandait depuis le début, ce qui n'a jamais été fait par ailleurs. Alors, en tous les cas, il n'y a pas eu, à ma connaissance, à moins que vous ayez des informations que nous n'ayons pas, mais d'indication de ce point de vue-là pour faire des tests sur les enfants qui pouvaient être concernés. Et j'ajoute qu'effectivement, aujourd'hui, la difficulté, c'est que les laboratoires, d'après ce qu'on en sait, et ce que a pu nous dire l'Institut Pasteur et Santé publique France, les laboratoires ne font remonter les tests positifs que sur la base du volontariat, et qu'il s'agit d'un réseau d'un certain nombre de labos qui sont affiliés ou, je ne sais pas, adhérents, ou en tous les cas quelque chose autour de l'Institut Pasteur, et qui souhaitent faire analyser encore un peu plus loin sur la question de sérotypage de ce type de salmonelle. C'est pour ça qu'on parle de Salmonella agona et pas d'autres salmonelles. Pour autant, j'ai cru comprendre dans vos auditions que d'autres salmonelles avaient été repérées dans cette entreprise, puisque M. de Haumont l'a dit la semaine dernière. 3 autres, il a parlé de 3 autres. Je l'ai interrogé d'ailleurs par écrit pour savoir de quoi il s'agissait, et que donc on pouvait aussi se poser des questions. C'est comme ça qu'on a fait le tri, si vous voulez, dans les nombres qu'on a évoqués, même si pour moi, les parents victimes, ce sont les parents qui ont acheté ces laits-là et qui l'ont fait boire à leur enfant, qui aujourd'hui ne savent toujours pas si ces laits-là étaient contaminés ou pas. D'ailleurs, on demandait à ce qu'il y ait qu'on nous dise réellement quels sont les produits contaminés ou pas. À ce jour, nous n'avons pas de réponse. Donc on peut suggérer que l'intégralité des produits retirés soit contaminés. En tous les cas, pour le moment, on n'a pas d'indication qui disent le contraire. Donc pour nous, c'est ça les victimes. Et puis, je vais en finir là-dessus, mais sur la question des problèmes d'hygiène, je le dis, mais ça, je pense que Madame pourrait le dire aussi, la question des salmonelloses, souvent, effectivement, auparavant, en tous les cas, dans des cas de salmonellose plus classiques, ce sont effectivement des questions d'hygiène, souvent, qui sont pointées, ou en tous les cas interrogées auprès des familles. D'ailleurs, c'est des questions qu'on pose, que l'Institut Pasteur pose aux familles, quand il s'agit de reconnaître les cas ou pas. Et donc, c'est des questions qui étaient posées au tout début, avant que le début de cette affaire éclate. On disait aux familles, vous avez sûrement des problèmes d'hygiène chez vous qui ont conduit à la salmonellose. Vous pouvez imaginer aujourd'hui la position des familles vis-à-vis de ça. Et juste pour finir, et j'en finirai là, sur la question des mises en cause d'impartialité ou ainsi de suite, j'aimerais que les gens aillent jusqu'au bout de leur déroulement, voyez, de leur raisonnement. Parce que vous avez dit un certain nombre de choses, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Donc j'aimerais savoir de quoi vous parlez quand vous parlez d'impartialité, parce que je lis comme vous la presse, je lis comme vous un certain nombre de choses, je crois que tout a été dit en la matière, et je ne crois pas qu'il y ait une question d'impartialité. En tous les cas, je ne crois pas qu'il y ait une question de remise en cause ou de délégitimation, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, décrédibilisation des victimes en la matière. Les victimes existent. Ma fille a consommé ce lait. J'ai déposé plainte. Il s'avère qu'il y a une enquête qui est en cours sur cette plainte. Et donc, je pense que je suis tout à fait légitime à parler ainsi. Très bien. Monsieur Musso. Merci, monsieur. Merci. Alors, vous parliez des trous dans la raquette. C'était à se demander s'il y avait même un cordage à la raquette au niveau des grandes surfaces, parce qu'on a assisté à l'occasion de cette journée d'abord à un aveu d'un acteur de la grande distribution, puis d'une autre enseigne. Et c'est face à la multiplication des aveux que certaines enseignes ont pu dire « on va peut-être mener des investigations internes chez nous ». Ça signifie
que chaque enseigne a sa propre procédure, qu'il n'y a pas d'audit externe pour vérifier que la procédure de retrait a bel et bien été mise en place, d'où la nécessité de mettre en place de tels audits. S'agissant, et ça a été dit, et c'est important de le souligner, des contrôles par les services de l'État, il faut là également que ce soit de véritables audits et pas simplement un contrôle de pièces, et qu'il y ait des audits d'hygiène, que les services de l'État aillent partout pour vérifier que l'innocuité des éléments. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est vrai, c'est suite à différents scandales qu'on a avancé vers les autocontrôles. Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main les autocontrôles, il faut que ça marche sur ces deux jambes. Il y a les contrôles officiels qui doivent être renforcés et les autocontrôles où, en cas d'autocontrôle positif, eh bien, il y ait signalement que le positif soit sur les produits ou dans l'environnement. Le recensement des victimes, excellente question. Parce que ça a été dit, il y a les coprocultures, mais même une coproculture négative n'éteint pas forcément le sujet, puisque nous avons des cas de nourrissons qui ont subi l'antibiothérapie avant la coproculture. Donc la coproculture est négative. Dans ce cas, il y a la recherche possible dans les boîtes de lait. Mais le sujet du recensement des victimes, ça montre aussi qu'il y a moyen d'avancer dans la gestion de telles crises. Parce que on a à chaque fois 3 ministères, quand on a un scandale alimentaire et sanitaire, il y a 3 ministères qui sont aux avant-postes. Bercy, l'agriculture, alimentation et la santé. Mais si vous avez 3 ministères, vous n'avez pas de gestion interministérielle de la crise. Et de ce point de vue, Lactalis, là encore, il est vraiment révélateur parce que le ministère de la Santé, eh ben, on a sollicité bon nombre de rendez-vous pour justement que le sujet du recensement des victimes et d'une meilleure détection des victimes soit traité. Et de ce point de vue, ben, nous n'avons pas obtenu satisfaction. Trop de lois. Ah oui. Mais on ne dit pas autre chose. Nous, on dit qu'il faut arrêter de multiplier à l'envi les lois et qu'à chaque problème, on cède à la fuite en avant en prenant des mesures parfois gadgets pour dire on a réglé le sujet. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a dit au ministre de l'économie qu'il fallait, sur le sujet Lactalis, avancer vers un diagnostic approfondi pour prendre les bonnes mesures. Parce que typiquement, le blocage en caisse, au début, on a dit attention à la fausse bonne idée parce qu'il ne s'agit pas qu'à travers ce logiciel, on bloque l'ensemble des produits. Il faut bel et bien avancer sur le seul blocage des produits potentiellement contaminés. On voit en creusant le sujet qu'on peut rajouter des indicatifs pour mieux les identifier. Mais, et j'en reviens à ma conclusion de mon intervention, ce qui permettrait réellement de dissuader les entreprises, c'est si véritablement, en cas de scandale, il y avait possible indemnisation et dédommagement des victimes. Et c'est plus sur ce volet de la responsabilité et des dommages et intérêts punitifs que la France serait bien inspirée d'avancer, plutôt que d'avancer sur des réglementations spécifiques et catégorielles à chacun des scandales. Merci. Madame Lassarade souhaite intervenir. Juste une chose. Je ne résiste pas au plaisir de dire que l'UFC Que Choisir est effectivement sous influence. Mais la seule influence, ce sont les consommateurs. Madame Lassarade, qui est sans sous-influence, va vous répondre. Oui, je le fais de façon impartiale autant que possible. Petit rappel sur la salmonellose. La salmonellose, c'est un problème qu'on connaît, qui est la plupart du temps transmis par les œufs. En particulier l'été, on conseille aux familles de faire cuire les œufs. C'est vrai que le tout petit nourrisson n'est pas concerné avant 6 mois, mais c'est une pathologie extrêmement fréquente. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait la coproculture chez l'enfant, bien sûr qu'il y a une diarrhée, mais on va voir également sa famille si elles ne sont pas contaminées. Par contre, le traitement antibiotique dans la salmonellose ne sert à rien. C'est-à-dire que vous disiez que ça négative la coproculture, en aucun cas. Parce que ça serait trop... Enfin, on ne peut pas compter sur l'antibiotique pour supprimer une salmonelle. La plupart du temps, elles sont résistantes. Donc c'est même en principe contre-indiqué de mon point de vue de pédiatre. Au contraire, ça allonge le temps de présence de la salmonelle. Donc l'évolution naturelle, ça va être l'élimination progressive par l'organisme, en général en 3 mois jusqu'à 1 an parfois, de cette salmonelle. Je ne pense pas qu'à vie on puisse être atteint d'une salmonelle, sauf contexte très particulier d'immunodépression par exemple. Donc je ne pense pas qu'il faille donner à cette salmonelle l'importance
dans la pathologie en tant que telle. C'est une pathologie relativement bénigne qu'on connaît. Ce qui est plus ennuyeux, c'est effectivement de savoir qu'on peut la transmettre par la poudre de lait. Autre chose, les maternités sont actuellement, pour la plupart, obligées d'acheter des nourettes, c'est-à-dire des biberons tout prêts, ce qui évite la manipulation du lait et a priori met à l'abri de nombreuses contaminations in situ en maternité. Ce qui semble quand même que la salmonelle ait été retrouvée plutôt dans le lait en poudre, ça vous allez me le dire, que dans le lait reconstitué. Donc en maternité, on a fait d'énormes progrès. Je crois qu'en sécurité sanitaire, il ne faut quand même pas être trop pessimiste, on a fait d'énormes progrès. Il y a des failles, on les a mises en évidence ces jours-ci, mais il ne faut pas être méfiant, absolument. Il y a des pathologies beaucoup plus graves que la salmonelle. À l'heure actuelle, je pense à l'épidémie de rougeole, pour laquelle il y a une telle réticence sur les vaccins que les enfants ne sont pas vaccinés. Il y a quand même des morts, c'est beaucoup plus grave que la salmonelle. Donc je pense qu'il faut raison garder. Chaque épisode doit nous aider à progresser, mais il y a quand même des problèmes plus dramatiques. Merci alors, juste une toute petite juste un tout réaction, petit mot par rapport à ça. Guillemin, oui. Juste pour dire que il faut faire attention, on parle quand même d'enfants qui sont en très bas âge et qui, pour certains d'entre eux, et je ne l'ai pas montré sur la place publique, pour certains d'entre eux étaient déjà très fragiles, et une salmonellose sur des enfants très fragiles qui, par exemple, ont des maladies chroniques, ça peut conduire à des choses extrêmement graves. D'où l'importance du lait maternel, encore une fois. Bon, nous allons clôturer cette séance d'audition. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur l'ensemble de ces auditions qui ont été conduites, s'il vous plaît, dans le but de comprendre ce qui s'est passé et les défaillances du système de contrôle sanitaire. Nous ne reviendrons ni sur la gravité des faits concernant les enfants qui sont avérés puisque nous avons pris ces dispositions, ni sur les responsabilités individuelles. Moi, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues, remercier Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales. S'il vous plaît, je comprends les mois, mais voilà, s'il vous plaît, on va clôturer correctement cette séance comme nous l'avons conduite pendant toutes ces séries d'auditions. Je voudrais remercier toutes les associations qui se sont déplacées aujourd'hui pour nous donner leur point de vue, leurs recommandations. Elles font suite à d'autres points de vue, d'autres recommandations. Mais je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir nous-mêmes sortir un document qui nous donnera quelques recommandations cibles, en tout cas, sur un consensus qui pourrait nous unir. Voilà. Voilà donc pour cette audition, cette fois-ci avec les associations de consommateurs. On l'a entendu lors de cette audition que les autocontrôles positifs n'ont pas été transmis aux autorités. La semaine dernière, on apprenait que plusieurs enseignes avaient remis en rayon des lots incriminés qui leur avaient été retournés par leurs clients. La veille, c'est Patrick Daumont, le directeur général de l'alimentation, un organisme qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, qui avait affirmé que Lactalis n'avait pas transmis ses résultats d'autocontrôle positifs à la salmonelle. Je vous rappelle bien sûr que le groupe laitier est au cœur d'une grave crise sanitaire après l'annonce en décembre dernier de la contamination par des salmonelles de 37 nourrissons en France. Lactalis qui est aujourd'hui visé par une trentaine de plaintes de familles de victimes de cette contamination. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsena.fr.